Bonjour, et bienvenue. Avant de nous aventurer dans les recoins les plus sombres du Paris de 1944, nous serions fascinés de savoir depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez. Écrivez-le dans les commentaires. Il est toujours poignant de voir comment les échos du passé résonnent à travers le monde présent. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir n'est pas une fiction. Elle a été patiemment reconstituée à partir de fragments épars, des archives hospitalières jaunies par le temps, des rapports de surveillance de la milice française, des lettres personnelles qui n'auraient jamais dû être lues, et des témoignages murmurés, bien des années après les faits. Nous allons ouvrir un dossier oublié, celui d'une femme dont le nom fut à la fois loué comme un symbole d'espoir, et maudit comme l'incarnation de la trahison. Une histoire complexe, enfouie sous le poids des jugements hâtifs de l'histoire. Au cœur de ce drame, se trouve Élise Dubois, infirmière à l'hôpital Saint-Louis. Dans les couloirs froids de l'Aile, établissement, où la souffrance était le quotidien, elle était perçue comme une figure quasi angélique. À 28 ans, son dévouement semblait sans faille, sa compassion, une lueur dans les ténèbres de la guerre. Pour ses patients, ses collègues et son quartier, elle incarnait le devoir patriotique, une héroïne silencieuse de la France occupée. Pourtant, derrière ce masque de vertu et de sacrifice, se cachait une réalité bien plus trouble et dangereuse. Une liaison secrète avec un officier de l'armée ennemie, un homme portant l'uniforme qui asservissait sa nation. Ce secret, gardé au péril de sa vie, allait non seulement sceller son destin tragique, mais aussi transformer l'admiration de toute une communauté en une accusation capitale, celle de haute trahison. Pour comprendre le dilemme d'Élise, il faut se replonger dans l'atmosphère suffocante de Paris en 1944. La ville lumière N était plus qu'une ombre d'elle-même, un labyrinthe de peur et de méfiance. Les avenues haussmanniennes, autrefois symboles de liberté et d'élégance, était désormais le théâtre des patrouilles de la Wehrmacht et des sinistres miliciens français. Le son des sirènes d'alerte aérienne déchirait le silence des nuits, tandis que le rationnement sévère affamait la population. Chaque conversation était menée à voix basse, chaque regard pouvait cacher une dénonciation. Dans cette ville où la survie dépendait de la capacité à se taire, les rumeurs circulaient comme un poison. Des bribes de cette histoire auraient pu être consignées dans les registres de l'hôpital Saint-Louis ou, de manière déformée, dans les colonnes du journal collaborationniste Astérisque. Je suis partout, témoignant d'une époque où la vérité était une denrée rare et dangereuse. C'est dans ce contexte de tension extrême que Élise Dubois a navigué entre deux mondes que tout opposait, le serment de soigner les siens et l'interdit d'aimer l'ennemi. Son existence était une contradiction vivante, un acte de défi silencieux face à une morale de guerre qui ne tolérait aucune nuance. Chaque jour elle risquait sa vie, mais pour quelle cause exacte ? Était-elle une femme aveuglée par une passion impossible, utilisant sa position pour des motifs personnels inavouables ? Ou bien sa relation avec l'officier allemand dissimulait-elle un dessein plus vaste, un secret dont l'enjeu dépassait de loin la simple romance ? La ligne entre la collaboration et la résistance était parfois si fine qu'elle en devenait invisible. Comment une infirmière, modèle de dévouement, a-t-elle pu se retrouver prise dans un tel engrenage mortel ? Voilà la question qui hante encore les archives. Le Paris de 1944 n'est plus la capitale des arts et de la liberté, mais une ville fantôme, un organisme blessé respirant au rythme de la peur. L'occupation allemande a drapé ses avenues d'un voile de cendres, transformant chaque coin de rue en un rappel de la soumission. Sur les Champs-Élysées, les bottes des soldats de la Wehrmacht martèlent le pavé, avec une régularité sinistre, remplaçant le flot insouciant des flâneurs par des défilés militaires. Les drapeaux à croix gammée, suspendus aux façades haussmanniennes, sont une insulte permanente à l'âme de la cité. La méfiance est devenue une seconde nature, les regards se baissent, les conversations éteignent à l'approche d'un uniforme, et le silence qui pèse sur les terrasses de café autrefois animées est plus assourdissant que n'importe quel bruit. Chaque mur semble avoir des oreilles, chaque ombre, une menace potentielle. La bande sonore de la ville a été réécrite par la guerre. Les nuits parisiennes sont déchirées par les hurlements stridents des sirènes d'alerte aérienne, forçant les habitants à se terrer dans des abris précaires, le cœur battant à l'unisson des explosions lointaines. Le jour, le grondement des camions militaires et le claquement sec des ordres en allemand couvrent le murmure de la vie ordinaire. La Seine, miroir autrefois scintillant des lumières et des amours, ne reflète plus que le ciel gris et les silhouettes sombres des ponts gardés. Ses eaux semblent porter le poids des secrets et des corps disparus. Un courant lent et lourd qui charrie les angoisses d'une population prise au piège. Le fleuve, artère vitale de Paris, est devenu le témoin muet de son agonie, un ruban de mélancolie traversant une capitale en deuil.
La survie quotidienne est une lutte acharnée, une obsession qui consume les esprits. Le rationnement, institué avec une rigueur implacable, a transformé la quête de nourriture en une épreuve humiliante. D'interminables files d'attente se forment dès l'aube devant les boulangeries et les crèmeries pour obtenir des rations de pain noir et de lait coupé d'eau. Les tickets d'alimentation sont un trésor plus précieux que l'or. Dans les ruelles sombres, le marché noir prospère, un univers parallèle où le danger et l'opportunisme se côtoient. On y échange des fortunes pour un morceau de beurre ou quelques grammes de café. Cette pénurie généralisée n'affame pas seulement les corps, elle ronge les liens sociaux, attise les jalousies, et fait de chaque voisin un suspect potentiel, un rival dans la bataille pour un peu de pain. Au-delà de la présence allemande, une terreur plus insidieuse émane des Français eux-mêmes, la milice. Ces collaborateurs zélés, souvent plus cruels que l'occupant, traquent les résistants, les juifs, et quiconque ose défier le nouvel ordre. Leurs sinistres voitures noires sillonnent la ville, semant la panique. Des lieux emblématiques comme les abords de la cathédrale Notre-Dame, ou le ventre grouillant des Halles, autrefois cœur battant du commerce et de la vie populaire, sont devenus des centres névralgiques de la rumeur et de la délation. C'est là, entre les étals presque vides et les messes à voix basse, que les secrets se murmurent, que les destins basculent sur la base d'une parole imprudente, d'un nom glissé dans la mauvaise oreille. La peur de l'uniforme allemand s'est doublée de la terreur du voisin. Retracer une histoire dans ce labyrinthe de mensonges et de vérités partielles relève de l'archéologie. Les fragments de la vie d'Élise Dubois sont disséminés dans des sources contradictoires, chacune portant la marque de son époque. Les archives de l'hôpital Saint-Louis offrent des registres froids, des listes de patients et des inventaires de matériel médical, dont la rigueur administrative cache à peine les drames humains. À l'opposé, les pages du journal collaborationniste Astérisque, Je suis partout Astérisque, déversent une propagande haineuse, où toute rumeur est transformée en accusation, toute nuance effacée au profit d'un récit manichéen. Entre ces deux extrêmes, il y a les rapports de surveillance de la Gestapo, des documents d'une précision clinique et glaçante, qui consignent les faits sans jamais en révéler le sens profond. La vérité n'est nulle part entière. Cette atmosphère de suspicion généralisée a créé une prison psychologique à ciel ouvert. Chaque citoyen est devenu un acteur prudent sur une scène dangereuse, pesant chaque mot, analysant chaque geste. L'amitié et la confiance sont devenus des luxes que peu de gens pouvaient s'offrir. L'acte de parler ouvertement était un risque mortel, car la dénonciation pouvait venir de n'importe où. D'un collègue envieux, d'un commerçant rancunier, ou même d'un membre de sa propre famille. Cette paranoïa collective a forcé les secrets les plus profonds à s'enfouir encore plus loin, sous des couches de silence et de dissimulation. C'est dans ce climat suffocant qu'une liaison entre une infirmière française et un officier allemand, N, était pas seulement un acte interdit, mais un véritable suicide social et politique. Le Paris de 1944 est donc bien plus qu'un simple décor. C'est un personnage à part entière, un réseau complexe de rues et de consciences, où la survie dépend de la capacité à devenir invisible. La ville est un organisme qui observe, écoute et juge en silence. Chaque fenêtre est un œil potentiel, chaque porte une entrée vers le danger ou le salut. Les murs eux-mêmes semblent imprégnés des secrets qu'ils ont entendus, des tragédies auxquelles ils ont assisté. La pression est constante, écrasante, obligeant chaque âme à naviguer dans un brouillard moral, où les frontières entre le bien et le mal sont devenues floues, presque inexistantes. Comment, dans une telle ville où chaque souffle semblait être épié, un secret aussi monumental que celui d'Élise a-t-il pu survivre ne serait-ce qu'un jour? Le personnage central de cette tragédie, Élise Dubois, est une figure dont les contours nous parviennent à travers les témoignages et les registres officiels de Tchelle, époque. À 28 ans, elle est infirmière-chef dans le service de chirurgie de l'hôpital Saint-Louis, une position de responsabilité qui impose le respect dans une ville où la maladie et les blessures sont le lot commun. Les archives hospitalières la décrivent comme un modèle de professionnalisme. Méticuleuse, infatigable, dotée d'une compétence rare. Pour les patients qui affluent, mutilés par les bombardements ou affaiblis par les privations, son nom est synonyme de réconfort. Elle est perçue comme une présence rassurante, presque sacrée, une vestale en blouse blanche, veillant sur la flamme vacillante de la vie au milieu du chaos. Cette image publique, quasi immaculée, est la première pièce d'un puzzle bien plus complexe. Élise est l'héritière d'un monde qui s'effondre. Fille unique d'un professeur de philosophie de la Sorbonne, mise à la retraite anticipée par le régime de Vichy pour ses opinions républicaines, elle a grandi dans un foyer où la culture et le patriotisme étaient des piliers. Son père, reclus dans leur petit appartement de la rue de la Grange-aux-Belles, vit dans une crainte silencieuse des purges et des dénonciations. Son jeune frère, Pierre, l'idole de sa jeunesse, a rejoint les forces françaises libres en Afrique du Nord.
chaque lettre qui n'arrive pas creuse un peu plus le vide dans son existence. Cette filiation la place, aux yeux de tous, dans le camp de la France éternelle, celle qui refuse de plier. Elle est la fille d'un intellectuel résistant, et la sœur d'un soldat de la liberté, un pédigree moral irréprochable. Pourtant, derrière cette façade de sérénité et de devoir, ses collègues les plus proches perçoivent des failles subtiles. Des témoignages recueillis bien plus tard, évoquent une tristesse insondable, qui voilait parfois son regard, même lorsqu'elle souriait à un patient. Contrairement aux autres infirmières qui partagent leurs craintes et leurs espoirs dans la salle de repos, Élise reste à elle, écart, murée dans un silence que beaucoup interprètent comme de l'arrogance ou de la pudeur. Elle ne se plaint jamais, accepte les gardes les plus longues et les plus pénibles, comme si touvie, épuisement physique était le seul remède à une souffrance intérieure invisible. Cette solitude volontaire la transforme en une énigme, au sein même de l'institution qui la révère. Elle est présente, mais son esprit semble toujours ailleurs. Son dévouement au travail est absolu, presque obsessionnel. Les registres de service montrent qu'elle enchaîne les gardes de nuit, renonçant à ses jours de repos, prétextant que le besoin de personnel est trop grand pour qu'elle puisse s'absenter. Cette abnégation force l'admiration de sa hiérarchie, notamment du médecin-chef qui voit en elle la perle rare, l'incarnation du serment d'Hippocrate. Elle semble trouver dans les couloirs froids et l'odeur éther de l'hôpital un sanctuaire, un refuge contre le monde extérieur et ses compromissions morales. Son uniforme blanc est une armure qui la protège des souillures de l'occupation. Mais est-ce vraiment le monde qu'elle fuit, ou une partie d'elle-même qu'elle ne supporte plus d'affronter dans le silence de sa chambre? C'est dans sa routine nocturne que les premières anomalies apparaissent, des détails discordants dans une partition trop parfaite. Plusieurs témoins, dont une concierge méfiante et un veilleur de nuit de l'hôpital, rapportent l'avoir quitté Beau, établissement bien après la fin de son service, souvent aux heures les plus sombres du couvre-feu. Elle se glisse alors dans les rues désertes, longeant les murs, le pas rapide et nerveux. Elle, élément le plus troublant, mentionné dans un rapport de surveillance de la milice daté de mars 1944, et la sacoche médicale qu'elle porte toujours avec elle. Une sacoche qui, selon les dires, paraît anormalement lourde et remplie pour une infirmière qui rentre simplement chez elle après une longue journée de labeur. Que pouvait-elle bien contenir? Cette dualité est peut-être la clé de sa personnalité. Élevée dans le culte de la raison et de l'humanisme par son père, elle possède une conscience morale aiguë, incapable de se satisfaire des certitudes simplistes imposées par la guerre. Pour elle, le monde n'est pas simplement divisé entre collaborateurs et résistants, entre le bien et le mal. Elle voit la souffrance humaine dans chaque camp, une perspective dangereuse à une époque qui exige des allégeances absolues. Cette complexité intellectuelle, héritée de son éducation, la rend imperméable à la propagande et à la haine ambiante. Mais elle la condamne aussi à une solitude profonde, car sa vision nuancée du monde est inaudible dans le fracas des armes et des slogans. L'absence de son frère Pierre est une blessure ouverte qui ne cicatrise pas. Les rares lettres qu'elle reçoit, censurées et impersonnelles, ne font qu'attiser son angoisse. Il est le symbole de son innocence perdue. Le rappel constant du sacrifice que sa famille a consenti pour la libération de la France. Chaque soldat allemand qu'elle croise dans la rue, chaque uniforme vert de gris, est un rappel de la menace qui pèse sur lui. Cette tension permanente entre son amour fraternel et la réalité de l'occupation crée en elle un conflit psychologique dévastateur. Comment peut-elle continuer à soigner indifféremment les corps, qu'ils soient français ou allemands, quand l'un de ses uniformes pourrait être celui qui ôtera la vie à son propre frère? Élise Dubois incarne ainsi la contradiction vivante d'une France déchirée. Elle vit dans un quartier populaire, partageant les mêmes privations que ses voisins, faisant la queue pour quelques légumes, subissant les coupures d'électricité. Elle est une femme du peuple, ancrée dans la réalité la plus crue de la survie quotidienne. Sa condition modeste la rend solidaire de la souffrance collective, et la protège, en apparence, de toute suspicion. Personne ne pourrait imaginer qu'une femme si simple, si dévouée, puisse naviguer dans les eaux troubles de la collaboration ou de la résistance clandestine. Sa normalité est son meilleur déguisement, un masque de banalité qui dissimule des profondeurs insoupçonnées et des secrets potentiellement mortels. Au bout du compte, le portrait qui se dessine est celui d'une femme fragmentée, un être compartimenté pour survivre. D'un côté, l'infirmière exemplaire, pilier de la communauté, fille et sœur de patriotes. De l'autre, une silhouette solitaire qui hante les nuits parisiennes, le regard chargé d'une tristesse ancienne, et une sacoche remplie de mystères. Ces deux facettes de sa vie coexistent-elles en harmonie, ou sont-elles les signes d'une fracture intérieure qui menace de la détruire? La réponse se cache quelque part entre les murs de l'hôpital Saint-Louis, et les ombres des rues de Paris, une vérité bien plus dangereuse que toutes les rumeurs qui commencent à peine à murmurer son nom. Les premières fissures dans l'aile,
Édifices de l'admiration apparurent là où on s'y attendait le moins, dans les couloirs aseptisés de l'hôpital Saint-Louis. Le respect quasi religieux qui entourait Élise Dubois commença à s'effriter, non pas à cause d'un acte spectaculaire, mais par l'accumulation de détails insignifiants, de gestes à peine perceptibles qui, une fois assemblés, dessinaient un portrait discordant. Ce furent d'abord des chuchotements étouffés dans la salle de repos, des regards échangés au-dessus des lits des malades. L'ange de la compassion, la figure inattaquable du dévouement, laissait entrevoir des zones d'ombre. Les rumeurs, nées de l'ennui des longues gardes et de la paranoïa ambiante, commencèrent à circuler comme un poison lent, transformant la sainte en une énigme. L'admiration, sentiment si absolu en temps de guerre, ne supporte aucune ambiguïté. La moindre anomalie devient une trahison en puissance. Le catalyseur de cette méfiance naissante fut une observation précise, consignée bien plus tard dans le carnet d'une de ses collègues, une infirmière du nom de Simone Perrault. Cette dernière remarqua qu'Élise avait pris l'habitude de garder personnellement la clé d'une petite armoire à pharmacie, normalement accessible à toutes les équipes. À l'intérieur se trouvaient les biens les plus précieux de l'hôpital, les quelques ampoules de morphine restantes, des sulfamides, et les rares pansements stériles. Simone nota dans son journal, à la date du 12 février 1944, ED gère les stocks comme sa propriété. Plusieurs flacons de morphine ont disparu cette semaine, sans aucune trace dans les registres. Quand je l'interroge, elle parle d'une réorganisation nécessaire. Son calme est plus troublant qu'une colère. Cette gestion opaque des analgésiques, à une époque où la souffrance était partout, était un acte grave, une rupture de confiance. Au départ, Simone Perrault tenta de rationaliser ses propres doutes, les mettant sur le compte de la fatigue et de la jalousie. Élise était, après tout, un modèle pour toutes. Peut-être que sa rigueur était simplement une réponse au chaos, une tentative de préserver les précieuses ressources du marché noir ou du pillage. Mais le schéma se répétait. Les disparitions coïncidaient souvent avec les gardes de nuit d'Élise et ses départs tardifs. La suspicion de Simone se mua en une angoisse sourde. En parler à la direction risquait de détruire la réputation d'une femme irréprochable, sur la base de simples intuitions. Se taire, si c'était se rendre complice d'un mystère qui pouvait cacher un crime, ou pire encore, une forme de collaboration. Dans le Paris de 1944, le silence et la parole étaient deux précipices aussi dangereux l'un que l'autre. Loin de l'hôpital, une autre observation, tout aussi inquiétante, fut faite par une voisine d'Élise, une concierge nommée Madame Leclerc, dont la fenêtre donnait directement sur la rue de la Grange-aux-Belles. Dans une déposition faite à la Libération, elle racontera avoir été réveillée plusieurs nuits par un bruit inhabituel. Le ronronnement feutré d'un moteur de qualité, un son qui détonnait avec les tacos de l'époque. En regardant à travers ses rideaux, elle vit, à 3 reprises, une voiture d'état-major allemande, une Mercedes noire au chrome discret, se garer dans l'ombre, tout feu éteint. La silhouette d'un officier en descendait, se glissait dans le porche de l'immeuble d'Élise, pour en ressortir moins d'une heure plus tard. La discrétion de la manœuvre ne laissait aucune place au doute. Il ne s'agissait pas d'une visite officielle. La présence d'un tel véhicule dans un quartier populaire était plus qu'une simple curiosité, était une menace. Pour les habitants de l'immeuble, une visite nocturne de l'occupant signifiait une arrestation, une perquisition, la déportation. Madame Leclerc, qui cachait son propre neveu réfractaire au service du travail obligatoire, sentit la peur glacer ses os. D'abord, elle n'osa rien dire, de crainte d'attirer l'attention sur son propre secret. Mais la rumeur est une bête qui se nourrit du silence. Elle finit par glisser un mot à une autre voisine, qui en parla à son mari, et la nouvelle se propagea dans l'immeuble comme une traînée de poudre. L'infirmière dévouée, la fille du patriote, recevait des visites de l'ennemi. L'incompréhension initiale laissa rapidement place à la plus sombre des suspicions, la collaboration horizontale. Ces observations fragmentées prirent une dimension officielle, lorsqu'un nom, ou plutôt un surnom, apparut dans une note d'information interne de la milice française, datée du 5 mars 1944. Le document, retrouvé dans les archives de la préfecture de police, est laconique et glaçant. Il fait état d'une surveillance discrète du quartier Saint-Louis et mentionne « Sujet d'intérêt, l'infirmière de Saint-Louis. Contact suspect et récurrent avec un officier de la Wehrmacht. Potentielle source d'information ou implication dans des activités illicites, marché noir. À surveiller. Le rapport ne nomme pas Élise directement, mais le doute n'est pas permis. Pour les services de collaboration, sa conduite était plus un secret de voisinage, mais un dossier en cours, une affaire qui pouvait, à tout moment, basculer dans une enquête active. Ainsi les fils épars du soupçon commencèrent à se tisser en une toile solide. Le récit de la collègue sur les médicaments manquants,
celui de la concierge sur la voiture allemande, et la note froide de la milice, convergeaient vers une seule et même conclusion troublante. Les rumeurs, autrefois rejetées comme de simples médisances nées de l'envie, prenaient désormais le poids de faits corroborés. L'image publique d'Élise Dubois, celle de l'héroïne silencieuse, se fissurait pour révéler un double visage. Chaque aspect de sa vie, autrefois admiré, était maintenant réinterprété à l'aune de cette nouvelle suspicion. Son dévouement semblait suspect, sa discrétion devenait de la dissimulation, et sa tristesse, la marque d'une conscience coupable. La communauté qui l'avait élevée au rang de sainte se préparait à la juger. La presse collaborationniste, toujours avide de récits édifiants sur la décadence morale de la France, commença à jeter de l'huile sur le feu. Sans jamais la nommer, un article du journal Astérisque, Je suis partout Astérisque, publia une diatribe sur « ces anges blancs au cœur noir », ces femmes françaises qui, sous couvert d'une charité chrétienne mal placée, offraient soin et réconfort à l'ennemi, oubliant leurs frères tombés au combat. L'article, par ses allusions à une infirmière d'un grand hôpital parisien, semblait viser directement Élise. Pour les lecteurs avertis, le message était clair. Était une mise en garde, un avertissement public qui désignait une coupable avant même qu'une accusation formelle ne soit portée. La rumeur haine était plus un murmure, elle était devenue une accusation imprimée noir sur blanc. L'atmosphère autour d'Élise à l'hôpital se transforma de manière tangible, les sourires devinrent plus rares, les conversations s'interrompaient à son approche. Les médecins qui la couvraient et loges se montraient désormais distants, prudents. Les patients eux-mêmes, qui lisaient les journaux et écoutaient les rumeurs colportées par les familles, la regardaient avec un mélange de crainte et de mépris. Elle sentait ce changement, cette mise à cart progressive, mais n'en laissait rien paraître. Son visage restait impassible, son professionnalisme, intact. Cette absence de réaction de sa part était peut-être sa plus grande erreur. Son silence, au lieu de la protéger, était interprété comme un aveu de culpabilité, la confirmation glaciale que les pires soupçons étaient fondés. Son comportement, autrefois perçu comme le signe d'une abnégation totale, était désormais scruté sous un jour sinistre. Ses longues heures de travail étaient plus vues comme du dévouement, mais comme une opportunité de voler des fournitures. Ses sorties nocturnes, le visage fermé et la sacoche médicale à la main, évoquaient plus la fatigue d'une garde éreintante, mais les allées et venues d'une espionne ou d'une trafiquante. La sacoche, en particulier, devint un objet de fantasme. Que contenait-elle de si lourd et de si précieux? Des médicaments pour un amant allemand? Des informations à transmettre à l'ennemi? Des biens volés pour le marché noir? Chaque geste était désormais un indice, chaque silence une preuve. L'ange de Saint-Louis était en train de devenir le monstre de la rue de la Grange-aux-Belles. Le portrait d'Élise Dubois était désormais irrémédiablement brouillé. La figure lumineuse de la compassion et du devoir patriotique était effacée derrière l'ombre grandissante de la trahison. Les murmures étaient transformés en une accusation collective, une condamnation prononcée bien avant tout procès. Ses collègues, ses voisins, sa ville, tous semblaient être retournés contre elle, armés de demi-vérités et de peurs légitimes. Mais derrière cette façade de culpabilité apparente, une question fondamentale demeurait. S'agissait-il simplement d'une compassion professionnelle dévoyée, étendue de manière imprudente au-delà des murs de l'hôpital, ou quelque chose de bien plus complexe, de bien plus dangereux, se cachait-il derrière son serment de sauver des vies, quel qu'en soit le prix? Pour percer le mystère Élise Dubois, il ne suffisait plus de collecter les rumeurs qui serpentaient dans les rues de Paris. Il fallait creuser plus profond, assembler les fragments d'une vérité éclatée, disséminée dans les mémoires et les archives. Une enquête informelle, menée des années plus tard par des historiens et des journalistes, a commencé à superposer les témoignages, cherchant à faire coïncider les pièces d'un puzzle macabre. Chaque source, qu'elle provienne de l'Église, de la médecine ou de la résistance, ajoutait une couche de complexité, transformant progressivement le portrait de l'infirmière dévouée en celui d'une femme aux motivations insondables. La question était plus de savoir si elle cachait un secret, mais de mesurer l'ampleur de l'abîme qui se dissimulait derrière son regard triste et son silence obstiné. L'ange de Saint-Louis allait être disséqué, couche par couche. Le premier témoignage, et peut-être le plus troublant, émane du curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, l'abbé Renaud. Dans une lettre à son évêché datée de 1952, il se souvient des confessions d'Élise. Elle venait le voir tard le soir, le visage dissimulé par un voile, et parlait d'une voix à peine audible. Elle n'avouait jamais de faute précise, mais s'exprimait en paraboles, évoquant un péché nécessaire pour accomplir un bien supérieur. L'abbé Renaud se rappelle distinctement ces mots. « Mon père,
Comment choisir entre le devoir envers Dieu, qui nous commande d'aimer notre prochain, et le devoir envers la nation, qui nous ordonne de haïr notre ennemi? Pour le prêtre, cette angoisse spirituelle témoignait d'une âme tourmentée par un dilemme moral insoluble, bien au-delà d'une simple liaison amoureuse. L'abbé Renaud avouera plus tard son impuissance, face à la détresse de cette paroissienne. Ses confessions étaient des énigmes, des labyrinthes de culpabilité où il se perdait lui-même. Elle semblait peser chaque vie sur une balance invisible, acceptant de sacrifier une partie de son âme pour une cause qu'elle ne nommait jamais. Il sentait qu'elle était engagée dans une lutte qui la dépassait, une guerre intime menée dans l'ombre de la grande histoire. Était-ce la confession d'une collaboratrice cherchant l'absolution, ou celle d'une résistante contrainte à des choix terribles? Le prêtre ne put jamais trancher. Il ne lui restait que le souvenir d'une femme agenouillée dans la pénombre de l'Oum, église, écrasée par un fardeau trop lourd pour être partagé, même avec Dieu. Le deuxième pilier de cette enquête posthume est un document officiel, la déposition du docteur Alain Blanchard, médecin-chef de l'hôpital Saint-Louis, faite en septembre 1944 devant une commission d'épuration. Le rapport est froid, factuel. Le docteur Blanchard y loue d'abord le professionnalisme exceptionnel d'Élise, la décrivant comme « la meilleure infirmière qu'il ait jamais connue ». Mais il est ensuite contraint de relater une confrontation tendue, survenue quelques mois avant son arrestation. Il l'avait convoquée dans son bureau pour lui demander des comptes sur des disparitions récurrentes de morphine et de sulfamide. Il se souvient de sa réponse d'un calme glacial. « Docteur, il y a des souffrances que vos registres ne peuvent pas quantifier. Je fais ce qui doit être fait. » Sa sérénité face à l'accusation l'avait plus déstabilisé que n'importe quel aveu. Pour le docteur Blanchard, cette confrontation fut un tournant. Il avait toujours protégé Élise, la considérant comme l'âme de son service. Mais ce jour-là, il vit en elle une détermination inflexible, une autorité secrète qui ne venait pas de sa position hiérarchique. Elle ne cherchait pas à se justifier, mais affirmait la légitimité de ses actes. Il comprit qu'elle ne volait pas pour le marché noir, une pratique hélas courante à l'Aldine, époque. Son mobile était d'une autre nature, plus personnel, plus idéologique peut-être. Il sentit qu'il venait de toucher la surface d'un secret bien gardé, et que cette infirmière modèle menait une double vie dont il ne soupçonnait pas la dangerosité. Il décida de ne pas la dénoncer, un choix qui le hantera longtemps après la fin de la guerre. La troisième pièce du dossier provient des archives les plus secrètes, celle de la résistance intérieure. Un rapport anonyme d'un agent des FFI, déclassifié dans les années 70, fait état d'une fuite d'informations au sein de l'hôpital Saint-Louis. Le document mentionne une rumeur persistante. Une infirmière, très appréciée et au-dessus de tout soupçon, transmettrait à un officier de la Wehrmacht des renseignements sur les convois de blessés, les cachettes de résistants soignés clandestinement, et les horaires de relève des gardes. Le nom d'Élise Dubois n'est pas écrit en toutes lettres, mais une annotation manuscrite en marge précise. Piste sérieuse, l'infirmière chef. Surnom, l'Ange. Son nom figurait désormais sur une liste de suspects à surveiller, ou à neutraliser si la menace se confirmait. Le soupçon de trahison prenait alors une dimension bien plus concrète et mortelle. Il ne s'agissait plus de morale ou de déontologie médicale, mais de la sécurité de tout un réseau de combattants de l'ombre. Pour la résistance, un traître infiltré dans un hôpital était une arme aussi redoutable qu'une division ennemie. Chaque lit pouvait devenir un piège, chaque soin un interrogatoire déguisé. La confiance, ciment de toute action clandestine, était brisée. La rumeur qui entourait Élise N était plus un simple commérage de quartier. Elle était devenue une question de vie ou de mort pour des dizaines d'hommes et de femmes. L'ange de la compassion était désormais suspecté d'être un ange de la mort, guidant la Gestapo vers ses proies les plus vulnérables. C'est dans ce climat de suspicion généralisée que les autorités décidèrent de passer à l'action. Une perquisition discrète fut menée dans son petit appartement de la rue de la Grange-aux-Belles. En apparence, rien de suspect. Des livres, des partitions de musique, des photos de son frère en uniforme. Mais en sondant le plancher sous une latte qui grinçait légèrement, les miliciens découvrirent un petit carnet noir. Était le journal intime d'Élise. Un document qui aurait dû éclaircir le mystère, mais qui ne fit que épaissir. La plupart des pages avaient été soigneusement arrachées, ne laissant que des fragments de phrases, des pensées inachevées, comme les ruines d'une conscience dévastée. Le silence du papier était presque aussi assourdissant que les rumeurs. Une entrée datée du 15 février 1944 avait cependant échappé à la censure. Quelques lignes, écrites d'une main tremblante, qui confirmaient le lien avec l'ennemi tout en le nuançant d'une troublante intimité. Élise y écrivait « K m'a apporté du chocolat. Un geste si dérisoire dans un monde si monstrueux.
Comment puis-je le haïr quand ses yeux me rappellent ceux de Pierre? En quelques mots, tout était là. La liaison, la culpabilité, le transfert affectif entre l'amant allemand et le frère parti au combat. Ce cas, dont le nom complet n'apparaissait jamais, N, était pas seulement un contact ou une source. Il était devenu le miroir d'un être cher, une figure complexe mêlant l'interdit et la tendresse. Le secret D, Élise N, était pas politique. Il était avant tout humain. Mais c'est la dernière pièce à conviction, la plus glaçante, qui fit basculer l'enquête dans une dimension nouvelle. Quelques jours après la découverte du journal, un jeune messager de la Résistance fut intercepté près des Halles. Sur lui, un billet plié en 4, destiné à un chef de réseau du quartier. Le message était bref, codé, et terrifiant. L'ange n'est plus fiable. Méfie-toi de la seringue. La connexion était évidente. L'ange, le surnom donné à Élise par les patients et repris par la Résistance, était désormais associé à une menace directe. La seringue, son instrument de travail, l'outil avec lequel elle donnait la vie et apaisait la douleur, était désigné comme une arme potentielle. L'infirmière était devenue un danger physique pour son propre camp. Cette note changea radicalement la perception des faits. Le mystère D, Élise Dubois-N, était plus celui d'une femme amoureuse ou d'une simple informatrice. La mention de la seringue suggérait une trahison bien plus active, bien plus sinistre. Avait-elle utilisé son savoir médical pour éliminer des patients devenus gênants? Ces vols de morphine N, étaient-ils pas destinés à soigner mais à provoquer des overdoses discrètes, maquillées en mort naturelle dans le chaos de l'hôpital? L'image de l'ange compatissant vola en éclats, remplacée par celle, effroyable, d'une tueuse silencieuse agissant au cœur même du sanctuaire de la vie. Combien de résistants, admis pour une blessure légère, ne étaient jamais réveillés après avoir reçu ses soins? La question N était plus de savoir qui elle était, mais combien de morts elle avait sur la conscience. Le point de bascule de cette tragédie ne se produisit ni dans les couloirs de l'hôpital, ni dans les bureaux de la Gestapo, mais dans le silence feutré d'un petit appartement de la rue de la Grange-aux-Belles. Les rumeurs et les rapports de surveillance avaient atteint une masse critique. Pour la milice française, il ne suffisait plus d'observer. Il fallait agir, faire un exemple. Un matin glacial d'avril 1944, alors que Paris-Est éveillait à peine sous un ciel de plomb, la porte des Élise Dubois fut défoncée. L'opération ne visait pas à trouver des preuves, mais à confirmer une culpabilité déjà actée dans l'esprit de ses accusateurs. Ils cherchaient la traîtresse, l'amante de l'ennemi, la trafiquante. Ils s'attendaient à trouver de l'argent, des lettres compromettantes, peut-être une radio clandestine. Ce qu'ils allaient découvrir allait non seulement sceller le destin d'Élise, mais aussi révéler une vérité bien plus vertigineuse que toutes les fictions qu'ils avaient pu imaginer. La perquisition fut menée avec une brutalité méthodique. Les miliciens, animés par un zèle haineux, mirent l'appartement sens dessus dessous. Chaque livre de la modeste bibliothèque fut secoué, ses pages froissées à la recherche d'un message caché. Les tiroirs de la commode furent arrachés, leur contenu jeté au sol. Le matelas fut éventré, libérant un nuage de laine et de poussière. Pendant près d'une heure, leur quête resta vaine. L'appartement d'Élise ne contenait rien d'autre que les traces d'une vie simple et solitaire. Des partitions de forêt, des photographies de son frère Pierre, des manuels de médecine. La frustration des hommes était palpable. Ils étaient venus pour trouver le monstre, mais ne trouvaient que la banalité d'une existence ordinaire. L'absence de preuves flagrantes ne faisait à leurs yeux que renforcer la ruse de leur suspecte. Une femme si douée pour la dissimulation devait cacher son secret dans un endroit impensable. C'est alors qu'un des miliciens, en traversant la petite chambre, sentit son talon s'enfoncer légèrement. Une latte du plancher, usée par le temps, grinça d'une manière anormale. À l'aide d'une baïonnette, il la souleva avec précaution. En dessous, dans une petite cavité creusée dans la solive, reposait une simple boîte en métal, du genre de celle qui contenait autrefois des biscuits. Elle était froide, anonyme, mais son poids suggérait qu'elle était pas vide. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Les hommes se rassemblèrent autour de la découverte, leurs visages exprimant un mélange de triomphe et d'appréhension. Était là, enfin. Le cœur du secret d'Élise Dubois, la preuve matérielle de sa trahison. Le chef du groupe prit la boîte, ses doigts crispés sur le couvercle. L'instant de la révélation était arrivé, un moment qui allait faire basculer l'histoire dans une direction que personne n'aurait pu prévoir. Lorsqu'ils ouvrirent la boîte, leur première réaction fut la déception puis l'incompréhension. Il n'y avait ni liasse de billets, ni microfilm, ni lettre d'amour enflammée d'un officier allemand.
À la place, la boîte contenait des piles de documents soigneusement rangés, de fausses cartes d'identité avec des photographies d'enfants aux yeux graves, des tickets de rationnement vierges, et une liste manuscrite. Cette liste ne contenait aucune information militaire, aucun nom de résistant. Elle était composée d'une vingtaine de prénoms, Sarah, David, Rachel, Isaac, suivis de dates de naissance et d'adresse dans le quartier du Marais. Pour les miliciens, ces documents n'avaient aucun sens immédiat. Ils ne correspondaient pas au profil de la collaboratrice qu'ils étaient venus arrêter. C était la paperasse d'un faussaire, l'arsenal d'un autre type de clandestinité, une activité qui ne cadrait pas avec le récit qu'ils avaient construit. La vérité, consignée dans cette modeste boîte en fer, était à la fois plus simple et infiniment plus complexe que la trahison. La liaison D, Élise avec l'officier de la Wehrmacht, N, n'était pas une romance, mais une couverture. Une couverture pour l'opération de sauvetage la plus dangereuse qui soit. Les noms sur la liste étaient ceux d'enfants juifs, dont les familles avaient été raflées ou étaient sur le point de être. Les faux papiers étaient leur seule chance de survie, leur passeport pour une nouvelle vie dans des couvents de province ou des fermes isolées. Soudain, chaque pièce du puzzle trouvait sa place. Les médicaments qui disparaissaient de l'hôpital N n'étaient pas vendus au marché noir, ils étaient destinés à soigner ces enfants cachés, souvent malades et affaiblis. La sacoche anormalement lourde contenait des vivres, des pansements et l'espoir. L'officier allemand, ce cas énigmatique mentionné dans son journal, N n'était pas son amant au sens où l'entendait la rumeur. Kurt était un homme désabusé par la barbarie nazie, un officier de l'intendance qui utilisait sa position pour fournir à Élise des informations cruciales sur les rafles à venir, des formulaires officiels vierges, et des laissez-passer. Leur rencontre nocturne N n'était pas des rendez-vous galants, mais des échanges d'informations périlleux où chaque seconde comptait. Le chocolat qu'il lui avait offert, N, n'était pas le cadeau d'un séducteur, mais le geste d'un complice, un bref instant d'humanité partagé au cœur de l'enfer. Leur prétendue histoire d'amour était une façade, un mensonge audacieux, destiné à masquer la forme la plus pure et la plus risquée de la résistance, celle qui ne tue pas, mais qui sauve. Avec cette révélation, chaque élément à charge contre Élise se transformait en une preuve de son courage extraordinaire. Ces absences nocturnes N n'étaient pas des trahisons, mais des missions de convoyage d'enfants à travers une ville truffée de pièges. Sa tristesse et son isolement N n'étaient pas les signes d'une conscience coupable, mais le fardeau écrasant d'un secret dont dépendaient des dizaines de vies. Les vols de morphine, qui avaient tant choqué ses collègues, prenaient un sens poignant. Il s'agissait d'abréger les souffrances d'un enfant trop malade pour être transporté, ou de calmer la douleur d'un fugitif blessé qu'elle soignait dans une cave. L'ange de Saint-Louis n'avait pas failli à son serment. Au contraire, elle l'avait porté à son paroxysme, considérant que toute vie innocente méritait, de l'Étaï, être sauvée, quel qu'en soit le prix pour sa propre réputation et sa propre sécurité. Pourtant, cette vérité éblouissante ne la sauverait pas. Pour le régime de Vichy et ses sbires, la découverte de ce réseau de sauvetage était encore plus problématique que la simple trahison amoureuse. L'histoire de la traîtresse qui aima l'ennemi était un récit simple, un outil de propagande parfait pour nourrir la haine et la méfiance. L'histoire d'une Française et d'un Allemand unis pour sauver des Juifs était, elle, une vérité subversive, une négation de leur idéologie. Les preuves de son héroïsme furent donc scellées, ignorées, effacées du dossier. L'accusation de haute trahison fut maintenue, mais sur des bases désormais entièrement fabriquées. La boîte en métal, qui aurait dû être son salut, devint la pierre tombale de son secret. Comment une vérité si lumineuse pouvait-elle être délibérément plongée dans l'obscurité la plus totale? La découverte dans l'appartement d'Élise ne fut pas traitée comme une révélation, mais comme une complication. Pour les autorités collaborationnistes, la vérité sur son réseau de sauvetage était infiniment plus dangereuse qu'un simple récit de trahison amoureuse. Une infirmière française aimant un officier allemand était une histoire moralement condamnable, un exemple parfait pour alimenter la propagande et justifier la haine de l'ennemi et de ses complices. En revanche, une Française et un Allemand s'unissant pour désobéir aux ordres et sauver des vies juives, était une vérité subversive. Elle sapait les fondements idéologiques de l'antisémitisme d'État, et suggérait que l'humanité pouvait transcender les uniformes et les nationalités. Cette complexité était intolérable. La boîte en métal, qui aurait dû être la clé de son innocence, fut perçue comme une menace à l'ordre établi, une anomalie qu'il fallait faire disparaître. Face à cette vérité dérangeante, la machine judiciaire et administrative se mit en marche, non pas pour la révéler, mais pour, elle, étouffer. Les preuves contenues dans la boîte, les faux papiers, la liste des enfants,
furent immédiatement mises sous scellé et classées secret défense, un prétexte fallacieux pour les soustraire au dossier d'accusation. Le rapport de perquisition fut délibérément falsifié, ne mentionnant que la découverte d'une somme d'argent suspecte, et de correspondances non patriotiques. Le procès d'Élise Dubois fut ainsi construit sur un vide, une absence de preuve matérielle qui fut présentée comme la preuve de sa ruse. La ville, par le silence de ses institutions, se rendit complice de ce mensonge. La culpabilité était plus celle d'une seule femme, mais celle d'un système qui préférait sacrifier une innocente, plutôt que de remettre en question ses propres certitudes. Le procès fut une mascarade tragique, une pièce de théâtre macabre, où le verdict était écrit d'avance. Élise, debout dans le box des accusés, resta murée dans un silence impénétrable. Elle ne chercha jamais à se défendre, à révéler la vérité sur son réseau ou sur le rôle de Kurt. Chaque question sur ses activités nocturnes, sur ses liens avec l'officier allemand, se heurta à un visage calme et résolu. Ce silence, interprété par ses juges comme un aveu de culpabilité, et un signe d'arrogance, était en réalité son dernier acte de résistance. Parler, c'était trahir Kurt, mettre en danger les enfants qu'elle avait sauvés, et les familles qui les cachaient. En acceptant le rôle de la traîtresse, elle protégeait le secret de son héroïsme. Elle sacrifia sa réputation et sa vie pour que d'autres puissent vivre, transformant son procès en un ultime acte de dévouement. La sentence tomba, sans surprise, la mort pour haute trahison. Élise Dubois fut exécutée quelques jours plus tard, dans la cour glaciale d'une prison parisienne. Elle marcha vers le peloton d'exécution, avec la même dignité silencieuse qu'elle avait affichée durant son procès, le regard fixé sur un horizon que nul autre ne pouvait voir. Pour l'histoire officielle de l'époque, son nom devint synonyme de honte, l'incarnation de la collaboration horizontale, une cicatrice sur l'honneur de la nation. Son histoire, telle qu'elle fut racontée, servit d'avertissement. Mais la vérité, enfermée dans une boîte en métal oubliée dans une archive poussiéreuse, attendait son heure. La ville qui l'avait condamnée continua de vivre, portant en elle le poids de cette injustice sans le savoir, croyant avoir purgé le mal, alors qu'elle n'avait fait que sacrifier le bien. Des décennies écoulèrent, la guerre devint un souvenir, puis une page d'histoire. Paris se reconstruisit, pansant ses plaies. Ce n'est que dans les années 1990, après la chute du mur de Berlin et l'ouverture des archives est-allemandes, que le destin d'Élise connut une seconde, et spectaculaire, volte-face. Un historien allemand, travaillant sur les archives de la Stasi, qui avait absorbé d'anciens dossiers de la Wehrmacht, tomba par hasard sur un dossier personnel. Il contenait une liasse de lettres privées, écrites par un officier du nom de Kurt, stationné à Paris en 1944. Ces lettres, adressées à sa sœur et qui n'avaient jamais été envoyées en raison de sa mort sur le front de l'Est, allaient enfin donner une voix à ceux que l'histoire avait contraints au silence. Le passé était pas mort, il était simplement en sommeil. La dernière lettre de Kurt, écrite quelques jours avant son transfert, était un testament bouleversant. Non seulement il y détaillait avec une précision méticuleuse toute l'opération de sauvetage, nommant Élise comme l'âme et le courage de ce réseau, confirmant ainsi son innocence totale, mais il révélait une vérité encore plus profonde. Leur relation n'était pas une simple couverture. Il avouait un amour absolu, profond et réciproque, né dans le secret et la peur. « Elle est la seule lumière dans cette obscurité », écrivait-il. « Chaque enfant que nous sauvons est un acte de défi contre la folie de ce monde, mais c'est aussi un acte d'amour pour elle. » Le sacrifice d'Élise était donc pas seulement humanitaire, il était aussi la protection ultime de l'homme qu'elle aimait. Elle n'était pas morte pour une cause abstraite, mais pour un amour qui avait osé fleurir sur un champ de bataille. Aujourd'hui, la rue de la Grange-aux-Belles vibre au rythme d'un Paris moderne, affairé et largement inconscient des drames qui se sont joués entre ses murs. Les passants pressés, écouteurs aux oreilles, longent la façade de l'immeuble où vécut Élise, une façade presque immuable dont la pierre porte encore, pour qui sait les voir, les cicatrices discrètes des éclats d'obus de la Libération. Non loin de là, l'hôpital Saint-Louis poursuit sa mission séculaire, ses couloirs modernes, ayant remplacé ceux que hantait la silhouette silencieuse de l'infirmière. Établissement est un témoin de pierre et de temps, un dépositaire silencieux d'innombrables secrets, mais celui d'Élise Dubois est sans doute le plus lourd. Derrière l'une de ses fenêtres, aujourd'hui éclairée par la lumière froide d'un néon, une jeune femme a un jour redéfini seule les frontières fragiles entre l'amour, le devoir et la trahison. Parfois, le son d'une cloche de église voisine élève au-dessus du brouhaha de la ville, brisant le silence d'un instant.
C'est peut-être le même son qui a retenti en ce matin glacial d'avril 1944, quand Élise a marché vers son destin, emportant avec elle la vérité de son sacrifice. Son histoire, réhabilitée des décennies plus tard par la découverte fortuite d'une lettre, n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le grand récit national. Elle demeure une note de bas de page complexe, une anomalie qui dérange les certitudes. Car son cas nous force à admettre qu'au cœur de la plus sombre des guerres, l'ennemi pouvait avoir le visage d'un complice, et l'amour, la force d'un acte de résistance suprême. Son silence face à ses juges-haines était pas un aveu, mais le sceau ultime protégeant les vies qu'elle avait sauvées, et l'homme qu'elle avait aimé. Alors qui était vraiment Élise Dubois, une martyre de la résistance, dont le courage humaniste transcendait les clivages nationaux? Une femme amoureuse qui, pour protéger un seul homme, a construit un réseau d'évasion d'une audace folle? Ou bien les deux à la fois, indissociablement liés? Peut-être la véritable nature de son héroïsme réside-t-elle précisément dans cette fusion, dans le refus de choisir entre le devoir envers l'humanité et le devoir envers son propre cœur. Elle n'a pas agi par idéologie, mais par une compassion viscérale, incarnée à la fois par les enfants juifs qu'elle cachait, et par cet officier allemand dont les yeux lui rappelaient ceux de son frère. Son histoire n'est pas celle d'une sainte, mais celle d'un être humain confronté à des choix impossibles, qui a trouvé sa propre lumière dans les ténèbres. La vérité, tout comme Paris, portera toujours les cicatrices de cette époque, sans jamais offrir de réponse simple. Elle se cache dans le murmure du vent sur les quais de la Seine, dans le regard des vieilles pierres, dans le silence qui suit le dernier écho de la cloche. Le dossier d'Élise Dubois est peut-être administrativement clos, mais son dilemme reste ouvert, une question suspendue dans le temps qui continue de nous interroger sur la nature du courage et les compromis de l'âme. Maintenant nous voulons connaître votre théorie. Qui était vraiment Élise Dubois? Une héroïne, une traîtresse, ou la victime d'un amour impossible? Laissez votre hypothèse dans les commentaires.